Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain la Cité, une émission qui vous propose de mieux comprendre tous les enjeux de société en Île-de-France. Période électorale oblige, nous avons voulu nous intéresser à l'une des priorités du dernier quinquennat, mais que l'on entend très peu dans la bouche des différents candidats, l'emploi des jeunes. Pour en parler avec nous, non pas un invité, mais deux. Tout d'abord, Alice Igual, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui conseillère en insertion, vous avez 22 ans et vous êtes ici parce que vous êtes membre du collectif Arrêtez de nous mettre dans vos cases. En deux mots, c'est quoi ce collectif ? Le nom de ce collectif de jeunes nationales issus des missions locales est un appel lancé directement aux politiques. C'est-à-dire pour casser les clichés Les clichés, les cases des dispositifs et les cases d'orientation au niveau scolaire. Parce qu'il y a énormément de choses à changer. Il y a énormément de choses à changer. Et à côté de vous, Philippe Brousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la mission locale Nord-Essonne, donc vous faites partie d'un grand réseau, le réseau numéro 1 qui s'occupe de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans. Le réseau, en quelques chiffres Alors, en quelques chiffres, 450 structures réparties en France métropolitaine et territoire ultramarin, 12 000 professionnels et plus d'1 million de jeunes suivis. Donc effectivement, le premier, en tout cas, réseau au niveau de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Avec énormément de points d'accueil, plus de 9000, c'est ça? Oui, c'est ça, et effectivement répartis sur tout le territoire, milieu rural, urbain. L'objectif est la proximité. Alors, on va s'intéresser beaucoup à la banlieue et à l'Île-de-France dans cette émission. Et vous avez sorti quelques chiffres, moi j'en ai d'autres qui sont moins plaisants, c'est celui du chômage des jeunes, puisque en 40 ans, le chômage des jeunes a été multiplié par 3,5. Il y a une moyenne de 23, 24, 25%, ça dépend des années. Oui. Mais par contre, quand on s'intéresse aux jeunes dits de banlieue, ou par exemple dans les quartiers ZUS, là tout d'un coup les chiffres doublent. On peut parler de 42, 45% de taux de chômage. Oui. Comment expliquer ça ? C'est révoltant comme chiffre. Vous, par exemple, vous avez été jeune au chômage, vous êtes issu de banlieue. Racontez-nous en deux mots. Comment vous avez vécu votre galère? Comment vous en êtes arrivé à cette période de chômage? Alors, ce n'était pas tout à fait une période de chômage, puisqu'en soi, je suis toujours restée en activité. Beaucoup d'activités au noir, sur de la caisse, sur beaucoup de la restauration. Je dirais que dans mon cas, comme celui de beaucoup de jeunes, c'est un espèce de cumul des problématiques entre la scolarité, le logement, l'orientation, le milieu scolaire qui ne te prépare pas forcément à ce qui va suivre dans des situations d'urgence où il va falloir très vite faire de l'argent, tu vas te retrouver face à des employeurs, tu ne vas pas savoir quoi faire, même comment faire un CV. Parce que tout a commencé, voilà, tu étais au lycée, accident, parcours, boum, tu es obligé d'arrêter les études et là c'est la zone, la galère et ça a duré quelques années quand même. Ça a duré 3 ans, un peu comme ça, à aller de point en point. De job en job. Et de ville en ville. Et de ville en ville. Et de ville en ville, ça fait partie du truc. Le cas d'Alice, l'histoire d'Alice, c'est un cas isolé ou c'est fréquent au niveau des publics que vous pouvez recevoir? Le cas d'Alice, non, il n'est pas isolé, il est fréquent sur de l'errance, de la difficulté à accrocher une situation qui permet de se stabiliser. Et c'est vrai que pour les jeunes en particulier, ces conditions d'ancrage et d'insertion sont difficiles et de plus en plus, et ça peut être un cumul de problématiques, effectivement. Les jeunes n'ont pas toutes les problématiques, les difficultés, mais en tout cas, ils en concentrent pas mal. Et c'est vrai que la question même de l'endroit où on vit peut être ou est un facteur qui va aggraver la situation. Oui, parce qu'il y a quand même le décrochage scolaire aussi, c'est assez massif quand même chez les jeunes. À une époque, on parlait de 150 000 décrocheurs chaque année. Effectivement, c'est un phénomène c'est un nombre de jeunes suffisamment important pour que tout le monde s'en inquiète, en l'occurrence. On s'en inquiète. C'est un processus qui démarre très tôt et qui met en difficulté d'ailleurs les professionnels de l'éducation nationale qui cherchent des réponses. Mais les résultats sont là, effectivement. Le décrochage scolaire est un vrai problème parce qu'il témoigne aussi après des manques et des difficultés qui vont perdurer ensuite derrière, du décrochage en termes de connaissances ou de qualifications, mais après le décrochage social, ne plus être dans aucun réseau, ne plus être en capacité donc d'accrocher les propositions et les solutions, voire même
d'accrocher les structures qui peuvent les aider. Donc là, il y a une vraie difficulté de connexion et de réseautage et de capacité à dire on est là, on peut vous aider. Faut-il encore être entendu? On a l'impression qu'il y a une espèce de cercle vicieux. Vous l'avez vous-même vécu, cet isolement Oui, mais tout d'abord parce que j'avais une connaissance de ces lieux qui existaient. J'en ai fait quelques-uns, notamment des missions locales. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une impression d'être entendu. Il y a, de fait, on exprime une demande. Et selon le professionnel sur qui on tombe, on peut être entendu ou pas. Et la façon dont on explique son... Oui, et la façon... Ouais. Bon, après, je pense que la façon dont on l'explique, on arrive avec ce qu'on est, en l'occurrence. Un jeune en difficulté. Une personne avec des difficultés et un besoin d'être écoutée et surtout des réponses concrètes. Et alors, pour revenir vraiment au problème de ces jeunes qui sont au chômage, quand on est en banlieue, visiblement, au vu des chiffres qu'on a cités tout à l'heure, c'est une situation aggravante. Pourquoi? Pourquoi les jeunes dits en banlieue auront plus de problèmes que ceux des centres-villes? Alors oui, la question de la banlieue n'est pas un espace homogène, c'est effectivement un milieu très variable et varié. C'est vrai qu'on peut entendre peut-être la question de la distance, la question de la mobilité, la question des opportunités d'emploi plus ou moins proches, les questions de logement et de conditions de vie en fait, des lieux où on est. Quand on parle de la banlieue, on va peut-être plus sur des questions des quartiers, parce que c'est un peu aussi le sujet, des fois on fait l'amalgame, hein, la banlieue ne sont pas les quartiers ne sont pas toutes les banlieues. C'est vrai qu'il peut y avoir, il y a une espèce d'accumulation en fait, de problématiques. Alors, plus on s'éloigne des opportunités, plus il faut bouger, plus il faut être en capacité de s'adapter, de rebondir. Eh bien, pour des jeunes qui sont eux-mêmes dans des difficultés qui s'accumulent depuis l'enfance et où on est sur des zones où il y a peu d'opportunités, où aussi il faut dépasser l'ancrage même du quartier. Le quartier peut être... enfermant, mais comme tout espace qui paraît sécurisant en fait pour soi, on en sort difficilement. Et quand on est en difficulté, qu'il y a le quartier qui quelque part finalement, malgré tout ce qu'il est, tout ce qu'il renvoie de négatif, peut être aussi vécu comme protégeant, qui est un espace sécurisé et connu, donc on n'en sort pas. Et c'est compliqué parce qu'il faut aller vers, on sait qu'il faut aussi apporter des solutions, les amener, mais en même temps, il faut pouvoir être reconnu et finalement que ça devienne signifiant dans le quartier. Donc effectivement, la banlieue, il y a des espaces de banlieue qui apportent des solutions positives, où il y a de l'opportunité, où il y a des capacités à bouger et à trouver des solutions. Donc c'est des espaces très dynamiques pour les jeunes, et d'autres endroits de la banlieue où c'est carrément le contraire. Donc c'est très contrasté. Et en même temps, une fois qu'on a dit ça, il y a les propres ressources des jeunes eux-mêmes. On peut être dans un espace avec beaucoup d'opportunités et pas pouvoir s'en saisir, pour des tas de raisons, soit liées à soi, soit liées aux professionnels qui accompagnent. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la raison n'est pas que les usagers, les jeunes. La raison aussi peut venir des professionnels qui les accompagnent. Et des outils. Et des outils, et politiques par exemple. Et puis il y a aussi comment le territoire est lui-même organisé pour apporter des réponses. Et là, tout le monde est concerné. Hein. Les professionnels, les politiques, les élus, les entreprises. Les entreprises. D'ailleurs, vous, votre période de galère, de chômage, vous avez fait plusieurs villes, vous avez été à Garches, à Saint-Denis, à Aubervilliers, vous êtes parti même en Ardèche, revenu à Juvisy. Ce sentiment d'impossibilité de trouver une solution, vous l'avez vécu partout? Alors, de solutions par rapport à la haine à ce moment-là, quand on est jeune ou... Non, je ne dirais pas qu'on a la haine, mais on est littéralement bloqué par plein de facteurs. Parce que je me répète, mais encore une fois, il y a un cumul des problématiques. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'endroit fixe où rester, de fait, tu vas être amené à... Comme c'était très bien dit, tu ne vas pas pouvoir t'enraciner et créer autour de toi une situation stabilisante qui va te permettre de t'enraciner. Et quel est le regard que portent les entreprises? Est-ce qu'il y a une stigmatisation des jeunes par les entreprises quand on est... Les deux. Les deux, il y a autant d'entreprises qui vont percevoir le jeune comme une ressource et une richesse, et d'ailleurs qui sont qui préfèrent engager un public jeune, que d'autres qui vont te dire d'emblée qu'un jeune, ça va pas le faire, c'est pas fiable. Et puis après, par rapport à mon expérience personnelle, c'est vrai qu'il y a une facilité avec un jeune qui est dans une certaine situation à lui dire bon écoute, je te donnerai de l'argent, un contrat il n'y en aura pas tout de suite, mais t'inquiète pas, ça va venir. Voilà. Donc, il y a cette espèce de cette stigmatisation des jeunes dits de banlieue par les entreprises, c'est quelque chose qu'en tant que directeur de mission locale, vous percevez
Pas seulement sur votre territoire, mais j'imagine qu'avec tous vos collègues, vous échangez souvent sur cette question. Oui, alors je dirais que c'est peut-être pas forcément les jeunes de banlieue, tu es de banlieue, donc je te stigmatise, mais ce que nous renvoient les entreprises, c'est aussi peut-être des formes un peu caricaturales, mais finalement qu'ils expérimentent, qu'ils vivent, c'est sur les compétences sociales, les savoir-être, les capacités à être au travail rapidement, à intégrer la culture de l'entreprise. Et peut-être plus maintenant encore qu'avant, il y a cette non-transmission, cette non-connaissance qui fait que le réflexe un peu de l'entreprise, c'est de dire, bon, les jeunes, c'est bien, mais en fait, il faut leur donner beaucoup de temps, il faut leur consacrer du temps, on n'a pas le temps, il faut qu'ils soient vite opérationnels, il faut qu'ils aient une qualification, et quelque part, on veut le beurre, l'argent du beurre, mais on comprend le discours parce que l'entreprise, aussi dans sa réalité, elle n'a pas beaucoup de temps à consacrer. Et pourtant, on trouve aussi des entreprises qui, finalement, ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer en termes d'insertion, malgré leurs enjeux à elles, et de procurer ce temps-là pour laisser le temps d'arriver et de s'acclimater l'entreprise. Alors les jeunes de banlieue, c'est vrai que après selon les jeunes, alors il n'y a pas une catégorie de jeunes, ils sont multiples. Donc vous avez majoritairement des jeunes qui sont prêts à intégrer l'entreprise, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, il faut leur apprendre un peu. Et puis là, c'est peut-être à renvoyer aux adultes et aux professionnels que nous sommes que quand on accueille des nouveaux, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, il faut leur donner un peu de temps quand même. C'est peut-être il faut se rappeler comment on a commencé chacun. On peut peut-être imaginer que c'est ça qu'on a obtenu. Après, il y a pour certains jeunes une façon d'être, une façon de vivre l'emploi, de considérer ce que c'est aussi de façon un peu dévalorisée et de ne pas procurer à l'entreprise suffisamment de signaux rassurants sur leur capacité à l'intégrer, le côté peut-être un peu désinvolte. Alors c'est lié à la jeunesse en général, mais c'est vrai que ce n'est pas très conformiste. Et alors, on a un peu des fois des formes caricaturales, certains jeunes, sur comment ils sont, comment ils se comportent, et ce qu'ils renvoient de leur réalité, de leur vie dans un quartier où on ne parle pas tout à fait de la même façon, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes règles, et donc on pense que l'autre a les mêmes, ou en tout cas, c'était des mondes qui ne se rencontrent peut-être pas. Et c'est là où, quelque part, des fois, nous, on se dit qu'on est un peu des éducateurs à l'emploi, c'est-à-dire on apprend moins à trouver comment je trouve un emploi et comment je me positionne, je suis recruté, mais plutôt comment je dois me comporter. D'où l'importance des structures d'accompagnement pour amener les jeunes à cette insertion professionnelle et sociale. Pour vous, Alice, comment ça s'est passé? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de mission locale, et puis c'est avec la mission locale de Juvisy que vous êtes sorti de votre galère, parce qu'aujourd'hui, vous êtes conseillère en insertion. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai intégré le dispositif Garantie Jeunes, et c'est vrai qu'il y a eu, notamment du fait de l'accompagnement renforcé, de l'allocation qui permet pour le coup de subvenir à des besoins. Alors là, j'ai besoin d'une petite définition pour nos téléspectateurs sur le dispositif Garantie Jeunes. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Ok. Alors, 1 an d'accompagnement renforcé qui commence par 1 mois de collectif où on va revoir un peu comme un check-up au médecin, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux. Et suite au mois de collectif, aller vers les objectifs qu'on s'est fixés. Moi, ça a complètement, que ce soit au niveau du logement, ça a débloqué pas mal de choses. Quels sont les jeunes qui sont éligibles à ce dispositif? Alors, c'est un dispositif qui concerne les jeunes précarisés. Il y a vraiment une cible précise, donc il y a une évaluation économique en fait, de la situation. Il y a besoin d'être solvabilisé rapidement pour investir un parcours d'insertion, puisqu'on a repéré que les jeunes qui ont effectivement une précarité de cet ordre n'investissent pas l'accompagnement qu'on leur propose, qu'il faut vite qu'ils travaillent et quelque part ils prennent la première chose qui vient, voir des situations professionnelles. Et ils sont nombreux, les jeunes en situation précarisée aujourd'hui. Oui, ils sont nombreux. Par exemple, sur votre territoire, c'est... Alors après, ce sont des questions de... on ne prétend pas évaluer tout le besoin des jeunes. En tout cas, dans la mission d'aujourd'hui, la mission locale Nord-Essonne, à laquelle je dirige, sur les problématiques des jeunes, on a 25 à 30% des jeunes qu'on suit qui sont dans une situation précaire, voire très précaire. Alors à des différents degrés. En tout cas, le dispositif est adapté pour eux parce qu'il les sécurise financièrement, qui leur permet d'investir un accompagnement qui est totalement dédié, c'est-à-dire que les professionnels sont avec eux au quotidien pour les accompagner. Et c'est cet investissement sur toutes les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien pour effectivement stabiliser l'insertion et ces 12 mois, le temps qu'on se donne pour y arriver. Alors Alice, justement, tu es rentrée dans ce dispositif et comment tu en es sortie? Parce que au bout de 2-3 ans de vraie galère, là tu es à Juvisy, la Garantie Jeunes, c'est un revenu. Et qu'est-ce que c'est une allocation et qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Du coup, j'ai découvert autrement le métier de conseiller en insertion. Et ça m'a permis notamment de faire des stages. C'est-à-dire que j'étais animatrice à mi-temps et l'autre temps, j'étais stagiaire, notamment en mission locale, pour essayer de réaliser ce projet, malgré le fait que je n'ai pas validé de bac. Il me semble que la convention nationale pour le métier de conseiller, c'est bac plus 2, 3.
Du coup, ça m'a quand même permis, via les stages, d'acquérir une expérience d'1 an à faire valoir pour C'est-à-dire que quand tu es rentré dans le dispositif, pendant 1 mois, il y a un accompagnement collectif collectif. voilà. Et après, c'est des stages, C'est selon tes besoins. Ça peut être des stages pour certains, pour d'autres, ça va être la formation. En fait, c'est complètement adapté. C'est vraiment selon Mais ton selon profil. toi, quel est le bienfait de ce dispositif, au vu de ce que toi tu as vécu? Ça a été quoi le déclic qui a fait que... Le bienfait, si on revient à la notion d'enracinement, c'est que justement, l'allocation de base, cumulée à d'autres revenus, vu qu'elle est cumulable, peut te permettre de stabiliser ta situation, que ce soit au niveau du logement, ne serait-ce avoir quelque chose à manger. Pour certains, c'est ça. Avoir du temps à consacrer à un projet et pas forcément attraper à temps plein n'importe quel job qui va rêver. Et pour toi, ça a été un vrai déclic. Ouais. Là, ça y est, je rentre dans ce dispositif. Le logement est arrivé combien de temps après voilà. 2 mois après. Après, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là, je pense. Hein, mais oui, 2 mois après, j'étais... Mais c'est un vrai... là, tout d'un coup, on change complètement... de regard sur la société, les gens qui nous entourent, ou ses propres projets? Non, du tout. C'est juste qu'il y a une opportunité, on s'en saisit. La garantie jeune met beaucoup d'outils à disposition. C'est un peu la mission locale en concentré offerte aux jeunes. Et si on s'en saisit, on peut faire quelque chose avec. Après, il faut des professionnels autour de ça. C'est pas le jeune tout seul qui va... Enfin, peut-être pas, avoir un déclic. Mais oui, il y a des professionnels autour qui vont encadrer, justement, fixer avec le jeune des objectifs stimulants. Des stages, et puis, enfin, une embauche. Une embauche. Et alors qu'on signe son premier vrai contrat, finalement, quelque part. Oui. C'est quoi? C'est une fierté? C'est une fierté de faire un métier qu'on aime et de se lever tous les matins, en tout cas, en étant heureux d'aller travailler. Mais pourquoi avoir choisi ce métier, d'ailleurs? Parce qu'il est incroyable, parce que tous les jours, on ne sait pas ce qui va nous attendre, qu'il est plein de joie, de l'épanouissement qu'on peut voir avec le public qu'on accompagne, des solutions qui se trouvent ensemble, qui se construisent. Et c'est un métier où je dirais que les jeunes sont divers, mais s'il y a quelque chose de certain, c'est que tous les jeunes ont besoin d'être valorisés de leur expérience professionnelle ou personnelle, et ils n'ont pas du tout conscience de la richesse qu'ils représentent. Et je pense que c'est ce qui fait le plus plaisir quand on travaille en mission locale, c'est de pouvoir leur apporter un éclairage sur ce qu'ils n'ont même pas conscience. Ça, c'est un outil porté par les missions locales. Quels sont les autres outils ou moyens qu'ont les missions locales pour mettre en œuvre une meilleure insertion professionnelle des jeunes? Par exemple, concrètement, sur le Nord-Essonne, quels sont les leviers, les actions que vous pouvez mener? On a la chance d'avoir une boîte à outils assez bien dotée. Alors, on peut toujours considérer qu'il y a mieux à faire ou qu'il en faut plus, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a quand même déjà pas mal de choses. Les outils, effectivement, sont dans différentes thématiques, autant l'emploi, la formation, que d'autres sujets connexes mais importants comme le logement. Alors, sur les aspects de l'emploi, on met en œuvre, alors il y a toutes les politiques publiques, c'est-à-dire de l'État ou de la région. L'État va apporter des réponses en termes de facilité de recrutement sur ce qu'on appelle les contrats aidés ou l'accompagnement spécifique comme la garantie jeune. L'État, notamment dernièrement, le droit à l'accompagnement est inscrit aujourd'hui dans le Code du travail. C'est un élément qui est valorisé en disant tout jeune, tout usager qui passe la porte d'une mission locale, qui souhaite être accompagné, et après à définir ce que ça veut dire être accompagné, donc peut faire valoir ce droit. Donc ça, ce sont des moyens que nous avons, c'est-à-dire nous sommes financés pour faire ça. Donc ce sont des moyens d'action. Les contrats aidés, c'est pour faciliter le recrutement de publics en dessous de prérequis ou leur permettre d'accéder des prérequis pour les entreprises. Donc c'est un soutien financier au recrutement, à l'aide à l'embauche. Donc il y a plusieurs types de mesures. Au niveau de la formation, on a pas mal aussi d'outils de retour vers la qualification. Donc c'est la région Île-de-France, les régions qui ont cette compétence et qui produisent un catalogue un peu de formation avec des opportunités de reprendre un peu différents, ou plutôt là on a laissé son parcours scolaire et en tout cas reprendre un parcours de formation puisque la qualification est quand même un point important. Là, quand on parle de formation, il y a aussi une question préalable, c'est l'orientation. Oui. Comment s'orienter vers un métier qui embauche et qui va nous plaire? Pour les jeunes, c'est un point clé. Oui. Vous qui accompagnez maintenant des jeunes, vous le ressentez? Ah oui, et de toute façon, il y a un gros besoin d'orientation chez les jeunes qu'on accompagne. Et encore une fois, ça fait partie du plaisir quand on est conseiller mission locale, c'est élaborer tout un projet qui va être
on ne peut pas dire que ça va être parfaitement, mais adapté au jeune avec ses compétences, qualités et ce vers quoi il a envie de faire. Avec parfois des projets où on va devoir prendre en considération l'évolution, c'est-à-dire entrer par une voie, évoluer d'une telle façon. Mais en tout cas, toujours en recherchant un épanouissement du jeune dans le monde professionnel. Un métier qui lui fera plaisir. Aujourd'hui, c'est quoi, dans le répondant à public que certains vous avez, besoins. c'est quoi? Ils ne veulent pas aller vers certains métiers ou ils veulent tous aller vers d'autres métiers qui font rêver? Les deux. Il y a des jeunes qui ont des, Il qui faut rêvent arrêter de plein de de mettre les choses. jeunes dans des cases, c'est Voilà, ça? c'est ça. Et oui. Il y a des jeunes qui vont avoir plein de rêves et qui ne vont pas forcément savoir comment s'y diriger, comment choisir, que faire. Et d'autres qui, pour le coup, ne vont pas avoir beaucoup d'idées parce qu'il n'y a pas eu dans leur vie quelque chose qui a fait déclic ou juste un apprentissage de ce qui pouvait être à leur portée, faire. Enfin, il y a plein de métiers qui sont méconnus. Quand vous accompagnez ces jeunes, qu'est-ce qui vous énerve le plus ou qui vous... Oh mon Dieu, grosse question. Non, souvent, ce qui énerve le plus, c'est, je sais pas, c'est un peu l'isolement professionnel, je dirais. Mais là, c'est vraiment quand on est dans des jeunes qui sont confrontés à des grosses situations, un cumul de problématiques, et qu'on est un peu seul pour répondre à cette question, qu'on ne trouve pas d'accroche, que ce soit au niveau du professionnalisme territorial, je ne sais pas comment dire. On est un peu isolé. Mais sans dire de nom, mais c'est quoi? C'est l'exemple cumul de problématiques. Donc, j'ai compris, pas de logement, pas d'emploi, pas de famille, Ah oui, non, mais oui. Problème de santé aussi? Ah oui, par exemple, je pense à une jeune, donc elle a des problèmes de santé, elle n'est pas diplômée, elle est hébergée à l'hôtel au 115. Elle n'a aucune ressource à part les tickets services qui lui sont donnés par la mission locale. Ouais, on est un peu tout seul en train de se battre ensemble avec le jeune à trouver des solutions. Et c'est compliqué, donc il faut vraiment du temps pour accompagner toute une catégorie de jeunes vers l'emploi. Oui, parce qu'il y a un paradoxe quelque part, c'est qu'on nous demande d'aller vite pour que les jeunes s'insèrent très vite, et tout le monde, et eux les premiers, souhaitent s'insérer très vite. Et en même temps, on demande du temps parce qu'il y a un certain nombre de démarches à mettre en œuvre et puis d'actions à mener, et que les réponses, selon la problématique, ne viennent pas tout de suite. Donc c'est à la fois du temps à consacrer, écouter, s'arrêter avec eux, agir avec eux. Et de l'autre côté, on a derrière des résultats à produire en termes au niveau de la société aujourd'hui et du pays. Il faut qu'il y ait des résultats. Il y a quelque chose qui est un peu contradictoire des fois. On veut donner du temps et en même temps, il faut des résultats vite. Mais on sait que nous, chacun, on ne s'est pas construit en 6 mois. Nos solutions d'insertion, on les a trouvées avec le temps et les opportunités. Et là, quelque chose d'un peu tendu à ce niveau-là. Et plus le temps passe, plus on voit que ça devient compliqué. Et en même temps, il y a des solutions parce qu'on a beaucoup de dispositifs qui existent finalement. Mais il y a un cloisonnement général un peu des thématiques, le logement d'un côté, l'insertion de l'autre. Et finalement, ça appauvrit la dynamique de ces dispositifs. Et nous, le travail à la fois enrichissant mission locale, c'est de tenter de décloisonner tout ça, puisqu'on est sur une approche globale. Et ce que dit Alice, c'est un peu son quotidien, de tenter ce décloisonnement. Alors, elle n'est pas toute seule, il y a les jeunes qui sont avec elle, qu'elle accompagne. C'est eux les premiers acteurs. Mais c'est vrai que des fois, on est face à des réactions de professionnels, de partenaires qui sont eux-mêmes enfermés dans leur bulle professionnelle. On a tous cette tentation et ce risque, et quelque part, de ne pas être efficient comme il faudrait. Il faut s'ouvrir, il faut décloisonner, et c'est une marge de manœuvre importante, mais qu'on néglige beaucoup. Et simplement, alors il y a des dispositifs et des solutions existantes, mais après il y a les situations administratives des jeunes. Donc pareil, là ça va être tout un combat pour pouvoir, ne serait-ce, les rendre éligibles à ce dispositif parce que le dossier sera complet. Vous l'avez vécu vous-même quand vous étiez en période de galère, ce problème administratif? Ah oui, non mais alors le problème administratif, ouais, c'est pas fini pour moi. C'est pas fini? Non, c'est pas fini. Enfin, là je suis sur refaire ma carte d'identité. Parce que du coup, récemment je me suis occupée de plein de problématiques. Bon, je suis en poche, je suis très contente, mais du coup j'en ai délaissé d'autres. Juste une carte d'identité périmée peut être une galère pour un jeune. Rien que ça. On arrive en fin d'émission. Quels sont pour vous les grands enjeux dans les années à venir pour l'emploi des jeunes? Est-ce que le numérique sera une solution? Quels vont être les grands problèmes? Ou quelles sont les propositions? Que faudrait-il faire pour que ça aille mieux? Je pense que le numérique, bon, c'est bien, hein, il y a plein de nouvelles choses et tout, mais je pense qu'on s'en fout un peu. Je pense qu'il faut continuer à maintenir des dispositifs. Je pense aux contrats aidés, je pense à l'élargissement des QPV, je pense à contenir
maintenir le tissu associatif qui peut exister sur les territoires et qui font partie des ressources. Et on s'améliore en tant que professionnel, ça, c'est tous les jours. Je pense qu'il y a une grande alerte, je trouve, en ce moment, c'est le risque que les jeunes, aujourd'hui, se désaffilient des structures qui les accompagnent ou qui sont là pour elles. Donc on a un vrai l'enjeu pour les années qui viennent, c'est que si on sert à quelque chose pour eux, on a vraiment à se remettre en question sur le fait d'être attractif. À quoi on sert? Accompagner, c'est quoi? Alors les outils numériques, c'est une plus-value, sauf que finalement ils y ont accès par ailleurs, donc finalement ils n'ont pas besoin de nous. Qu'est-ce qu'on leur apporte de plus? Ils peuvent être isolants. Ils peuvent être isolants. Mais je dirais en soi les outils, il faut savoir les utiliser. En soi, c'est pas la solution, encore qu'il y a des métiers derrière à découvrir, il y a des tas de choses. Pour les professionnels, il y a vraiment une remise en question, c'est qu'est-ce que j'apporte à un jeune quand je l'accompagne, ou quelle porte je lui ouvre et comment je l'aide à avancer. Donc ça, c'est un enjeu tout de suite. Globalement, en France, on a une difficulté sur la jeunesse à l'intégrer dans le milieu professionnel de façon générale. Je pense que les adultes, on a une part de prise de conscience de ce qu'on peut faire chacun à notre niveau sur comment je soutiens les jeunes autour de moi, je les conseille, je les oriente et je fais jouer le réseau, je leur permets d'accéder à une solution et en même temps, ils ont leur part du boulot à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas du jeunisme, les jeunes ont toujours raison et les adultes, on est tous à côté de la plaque. Mais il y a un vrai enjeu et l'enjeu aussi, c'est qu'on a besoin des professionnels pour laisser ce temps d'adaptation, mais qui n'est pas forcément ni improductif, ni qui va faire perdre du temps. Prenons un peu de temps au début pour en gagner après. Et malgré toutes les solutions qu'on ait aujourd'hui, d'emploi aidé, etc., qu'il faut maintenir, et encore après, il y a beaucoup de... C'est la mesure pour la mesure, on en oublie presque les gens qu'il y a derrière. C'est plutôt cette prise de conscience que résoudre la question de l'emploi des jeunes, c'est une question d'opportunité d'emploi, c'est économique. Je vais moins sur ce sujet, je maîtrise moins. Mais sur la question même de ce que chacun peut apporter, c'est une vraie prise de conscience qu'on a tous peut-être quelque chose à apporter et que la façon dont on accueille, on forme dans les entreprises ou chez les employeurs en général, il y a vraiment un changement d'attitude. Souvent, les jeunes, les problèmes qu'on leur pose, c'est le miroir de ce qu'on leur envoie nous-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on fait aussi parfois. Mais nous, on a le droit de le faire, mais pas eux. Donc, à vous entendre, les missions locales sont en train de faire leur révolution. Alors, en tout cas, la mienne, elle y est. Elle fait sa révolution, elle revient sur des fondamentaux et elle change sa pratique au quotidien pour dire je suis là pour t'accompagner, vous accompagner, et je fais en sorte que la façon dont je le mets soit véritablement en direction de vous. Donc, on est en train de le faire, nous, dans notre structure. Je sais que d'autres de mes collègues se questionnent fortement. Et le réseau jeune national Arrêtez de nous plaire dans vos cases a aussi contribué à nous faire prendre conscience d'un nombre de choses parce qu'ils ont des propositions intéressantes, d'autres peut-être moins, il y aura à discuter, mais en tout cas ils ont des choses à dire et que l'on a pris au pied de la lettre. Allez, pour terminer, si vous aviez un message à faire passer à des jeunes ou des politiques qui nous écoutent, ce serait quoi? Écoutons véritablement les jeunes pour répondre à leurs besoins. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Demain la Cité. Au revoir et à bientôt.